Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026, épisode 554, et au programme, on a quelques détails sur la cyberattaque contre les infrastructures critiques vénézuéliennes lors de l'extraction du président Maduro, un nouveau standard européen ETSI pour la sécurité des systèmes, nouvelle technique de crash fix du groupe Kongtuk, via l'extension malveillante, malware APT PDFSider exploitant le DLL sideloading, une alerte du NCSC sur l'escalade des attaques DDoS pro-russes, indirect prompt injection dans Google Gemini, InfoStealer, Solix Immortal et Evelyn ciblant des développeurs, incident de ransomware chez Ingram Micro qui affecte quand même 42 000 personnes, analyse des menaces pour les Jeux Olympiques de 2026 et arrestation d'un hacker de la Cour suprême américaine et d'un Initial Access Broker, les fameux IAB, avec une étude sur le cyber-risque dominant les préoccupations des entreprises. Des sources américaines confirment l'utilisation de cyberattaques contre les systèmes OT lors de l'opération d'extraction de Nicolás Maduro le 3 janvier. Les attaquants ont ciblé les systèmes de contrôle industriel du réseau électrique et les radars de défense aérien vénézuéliens. Robert Lee de Dragos précise que techniquement une cyberattaque contre les systèmes de technologie opérationnelle peut provoquer des pannes de courant et désactiver les systèmes de défense. Cette opération démontre la capacité offensive américaine contre les infrastructures critiques SCADA et ICS, illustrant l'évolution des cyberattaques d'État vers des objectifs de disruption physique lors d'une opération cinétique. La source est Security Week. L'ETSI publie la norme EN 304-223 qui définit les exigences de cybersécurité baseline pour les systèmes IA en production. Ce standard couvre spécifiquement les vecteurs d'attaque propres à l'IA, le data poisoning dans les pipelines d'entraînement, les modèles d'obfuscation pour compromettre l'intégrité des prédictions et indirect prompt injection qui permet de contourner les garde-fous. La norme impose des contrôles sur les environnements de déploiement, la validation de données d'entraînement et la protection des modèles. Elle établit une base de sécurité distincte pour l'IA reconnaissant que les frameworks traditionnels sont insuffisants face aux attaques adversariales, entre guillemets des cybercriminels, et aux manipulations de modèles. C'est un document qui est disponible sur etsi.org et la source à l'origine c'était Helpnet Security. Bytebase est un outil DevOps open source qui permet de sécuriser les modifications de schémas de données et via un workflow d'approbation. L'outil centralise la gestion des change requests, implémentant des revues de code pour les requêtes SQL et trace les exécutions à travers les environnements dev, staging et production, et la solution répond aux exigences de séparation des privilèges et de l'audit trial nécessaires en sécurité de base de données. Ça réduit les risques d'injection SQL et de modifications non autorisées. L'édition open source permet un déploiement on-premise pour contrôler les données sensibles. Le code est disponible sur GitHub. Je vous le recommande fortement et la source d'origine c'était Helpnet Security de chez Kaspersky. Huntress documente une nouvelle campagne du groupe Kongtuk utilisant l'extension malveillante NextShield imitant uBlock Origin Lite. Le vecteur CrashFix crache intentionnellement le navigateur puis affiche un faux avertissement de sécurité incitant la victime à exécuter des commandes PowerShell malveillantes pour réparer le problème. La charge finale déploie Modelo RAT, un Python RAT non documenté réservé aux machines jointes au domaine Active Directory, et cette technique d'ingénierie sociale contourne les solutions ODR en s'appuyant sur l'exécution volontaire de commandes par l'utilisateur. Les IOC incluent des extensions non signées des processus PowerShell suspects initiés par le navigateur. La source c'est Huntress. Alerte générale 24 heures sur 24. Rosec Security analyse PDFSider. C'est un malware APT qui exploite le DLL sideloading via un faux cryptobase.dll pour contourner les solutions EDR et antivirus. La backdoor implémente plusieurs couches d'évasion, vérification anti-VM pour détecter les environnements d'analyse, chiffrement des communications C2 et exécution en user space pour minimiser la détection comportementale. PDFSider privilégie la persistance long terme sur les cibles du Fortune 100 et collecte l'intelligence système et exécutant des commandes shell à distance. Les TTPs correspondant à des opérations de cyberespionnage d'État et la détection reposent sur l'analyse des anomalies de chargement de DLL et la surveillance du trafic chiffré non standard. La source, c'est ReSecurity. On en avait parlé un petit peu en début d'année sur Radio Cessert,
Mais là, il y a un complément directement à la source. C'est pas quelque chose qui est rapporté. Le National Cyber Security Centre britannique, le fameux NCSC, émet une alerte concernant l'intensification des agences DDoS menées par des groupes activistes pro-russes contre les infrastructures britanniques. Les cibles prioritaires incluent les collectivités locales et les opérateurs CNI, c'est l'équivalent des OIV en France. Le NCSC recommande la mise en œuvre de protection DDoS Layer 3, 4 et Layer 7, la capacité de search pour absorber les pics de trafic et des playbooks de réponse aux incidents. L'intensification reflète l'instrumentalisation de groupes activistes comme proxy pour des opérations étatiques, permettant le déni plausible, et les organisations doivent tester leur résilience face à ces attaques DDoS volumétriques soutenues. Il y a la source du NCSC, si vous voulez plus d'informations, je vous recommande fortement de le lire. Migo révèle une vulnérabilité d'indirect pompe-injection dans Google Gemini, exploitant les invitations de Google Calendar. C'est une info qu'on avait déjà vue, là il y a c'est un peu plus documenté. L'attaque va injecter des instructions malveillantes dans les métadonnées d'invitation calendrier qui sont ensuite traitées par Gemini lors des accès aux données calendar. Cela permet un Authorization Bypass, exposant les données de réunions privées et la création d'événements trompeurs sans aucune interaction utilisateur. Cette classe de vulnérabilité illustre les risques de sécurité des LLM intégrant des sources de données non validées. Les systèmes d'IA doivent systématiquement implémenter une validation stricte et une séparation de contexte de confiance. Google a déployé des mitigations après un disclosure responsable. La source c'est Migo, M-I-G-G-O, et c'est pas la première fois qu'on le voit. Ce que moi je trouve dingue, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui... Je trouve ça génial, les IA, il n'y a pas d'autre terme, mais ils font pas le human in the loop. Il n'y a pas le contrôle de l'homme avant que l'IA mette en prod, quoi. C'est-à-dire quand vous donnez votre calendrier à une IA, vous donnez le traitement de votre boîte Gmail, etc., l'IA fait ce qu'elle veut. Vous avez beau lui dire dans le prompt, tu vas me trier mes mails par ordre alphabétique, par exemple. Si elle décide de le faire, pas par ordre alphabétique, mais par ordre calendaire, c'est elle qui décide, c'est pas vous. Et vous n'aurez aucun moyen de revenir en arrière. Ce type de prompt indirect, c'est vraiment une vraie gabegie. On revient. Trend Micro analyse en profondeur la campagne Evelyn, distribuée via des extensions Visual Studio Code, weaponisées ciblant spécifiquement les développeurs. Le multistage délivré commence par une extension malveillante qui déploie l'infostealer Evelyn. Le malware implémente plusieurs techniques anti-sandbox, détection d'environnement virtualisé, vérification de debugging et chiffrement de la payload Alors, en anglais, ça fait le Encrypted Payload Staging. Et Evelyn injecte des DLL dans le processus browser pour Harvester Credential. Bref, c'est du connu, c'est du revu. Par contre, la source, c'est Trend Micro. Là, c'est un peu plus complet. Moi, je l'avais récupéré il y a quelques semaines déjà sur une autre source. C'est hyper intéressant. Trend Micro donne pas mal d'infos à lire. La société Ingram Micro confirme qu'une attaque de ransomware de juillet 2025 a compromis les données personnelles de 42 000 individus, incluant des numéros de sécurité sociale, et l'entreprise distributeur de technologie avec 48 milliards de ventes annuelles représente une cible de choix pour les opérateurs de ransomware. L'incident illustre la persistance des attaques contre la supply chain IT ou la compromission d'un distributeur majeur qui peut avoir des impacts en cascade sur des millions de clients. Les détails techniques de l'intrusion et la famille de ransomware impliqués ne sont pas divulgués à ce jour. L'incident souligne l'importance de la segmentation réseau et du monitoring EDR dans les environnements distribués complexes. La source est Bleeping Computer. Palo Alto Networks a publié une analyse de menaces cyber ciblant les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en 2026. L'étude identifie plusieurs vecteurs d'attaque: compromission des plateformes de billetterie pour vol de données financières, attaque DDoS contre l'infrastructure de broadcast et ciblage des systèmes de chronométrage et scoring. Les événements globaux créent une surface d'attaque étendue avec des systèmes temporaires, des partenariats multiples et des intégrations rapides réduisent les relais de sécurisation. Les threat actors exploitent la pression opérationnelle et la convergence IT-OT, et les recommandations de l'article sont de threat hunting proactif, un monitoring 24/7 et un plan de réponse aux incidents spécifiques aux événements. Bref, on a vécu les Jeux Olympiques en France, et entre la fin du monde qu'on nous a annoncé et réellement ce qui s'est passé, ce fut très décevant. À lire, mais comment dirais-je ? Ouais, c'est le côté fun, vous allez à la machine à café avec des potes et vous allez discuter de ça, quoi. Mais vous présentez pas ça à votre boss. Une enquête d'Alliance Risk Barometers
positionne le cyber-risque en tête pour la 5e année consécutive. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Avec une évolution du threat landscape, ransomware avec double voire triple extorsion, attaque supply chain et compromission du cloud. Les organisations font face à une augmentation de la sophistication des attaques APT, de la professionnalisation des ransomware as a services et de l'exploitation accélérée des zero-day. L'IA immerge comme un risque dual, vecteur d'attaque pour le social engineering et le malware polymorphe, mais aussi un outil défensif pour la détection comportementale. Les impacts incluent des pertes financières directes, des dommages réputationnels et exposition aux régulations GDPR et NIS 2. Donc la priorité qu'on peut lire à travers cet article, c'est la résilience cyber et les cyber insurance. C'est du HelpNet Security, c'est vraiment très GRC. Je trouve que c'est un peu light, mais ça montre quand même une chose. Le risque cyber est systémique pour toutes les entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'il faut en être conscient. Toute entreprise qui dispose d'informatique, mais est-ce qu'il existe encore des entreprises qui n'ont pas d'informatique ? Nicolas Moore plaide coupable d'avoir compromis le système de dépôt électronique de la Cour suprême américaine via du credential stuffing ou du phishing. Entre août et octobre 2023, l'attaquant a accédé 25 fois au système restreint, utilisant des identifiants volés, exfiltrant ensuite des documents confidentiels diffusés sur Instagram. L'incident révèle des faiblesses dans l'authentification du système judiciaire fédéral, absence de MFA, détection insuffisante des accès anormaux et monitoring inadéquat des exfiltrations. Moore a également compromis AmeriCorp et l'EVA, indiquant une campagne ciblant systématiquement les agences fédérales. Alors, il est passé devant le tribunal, sa sentence est prévue pour le 26 mai, et la recommandation, c'est l'implémentation de la MFA et du Zero Trust. C'est Blipping Computer, ça fait quelque part sourire, parce que les personnes font ça de façon extrêmement naïve, et une fois ils disent j'ai publié des documents confidentiels sur Insta, et après ils n'assument pas quoi. Feras Al-Bishiti, opérant sous le pseudonyme de R1Z, plaide coupable, alors c'est R1Z, plaide coupable pour avoir fonctionné comme Initial Access Broker, vendant l'accès à 50 réseaux corporate. Les IAB constituent un maillon critique de l'écosystème cybercriminel, fournissant les accès, typiquement, alors ce sont les accès initiaux aux opérateurs de ransomware. En un mot, ils vont compromettre un système, ils vont s'y installer, mais ils ne vont pas exploiter ce système-là qui a été compromis. Ils vont le mettre sur des marketplaces et ils vont le revendre. Les vecteurs d'accès incluent typiquement l'exploitation de VPN, de RDP exposés, de credentials compromis, et la monétisation de ces accès sur des marketplaces underground alimente la chaîne d'attaque ransomware. Bon, ça, c'est ce que j'appelle, c'est du blipping computer. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que l'arrestation en Géorgie et l'extradition vers les US démontrent que la coopération internationale contre les cybercriminels fonctionne, et le use case va illustrer l'importance de la réduction de la surface d'attaque externe et du monitoring des accès privilégiés. Enfin, lui, le 11 mai 2026, il va comprendre sa douleur, il sera jugé à ce moment-là. J'ai lu une analyse géopolitique du cyberdomaine qui révèle l'utilisation croissante des opérations cyber comme outil de coercition étatique, alternative aux actions cinétiques, et les États exploitent le cyberespace pour des objectifs stratégiques. L'espionnage économique et militaire, l'influence informationnelle, la disruption d'infrastructures critiques et le Cyber-Enabled Economic Warfare. Les zones grises permettent le déni plausible de tout en appliquant une pression continue sur les adversaires, et les implications pour les organisations, c'est l'augmentation du risque de dommages collatéraux lors d'une opération étatique, et ça nécessite d'intégrer la threat intelligence géopolitique dans les risques assessments, et de se préparer aux attaques destructives type Wiper lors des escalades. Intéressant. C'est encore un article de HelpNet Security. C'est vrai que je suis tombé sur une petite mine, mais ça peut vous aider si vous faites de la GRC, que vous avez besoin de... C'est la première marche du sujet. Parce que la géopolitique, c'est un sujet qui est vraiment complexe. On pense tous qu'on a une vision, on va dire, entre guillemets, commune, et c'est pas du tout le cas. On a une étude de Nardello qui relève que 58% des dirigeants britanniques identifient les cyberbreaches comme risque principal, mais 75% doutent de leur capacité à les gérer efficacement. Vous vous rendez compte ? Plus de la moitié des chefs d'entreprise sont d'accord de dire le risque cyber avec les fuites de données est un risque principal, mais là on arrive pratiquement à 2 sur 3 qui doutent de la capacité à les gérer efficacement. Ce gap perception-préparation reflète plusieurs facteurs. Sophistication croissante des attaques, pénurie de talents en cybersécurité, alors c'est pas tout à fait ça que je dirais. Il y a aussi un coût.
quand vous voulez quelqu'un qui soit compétent, faut mettre un peu d'argent et tout le monde n'a pas forcément ses budgets pour ça. Et complexité des environnements hybrides cloud, 20% des répondants ont subi une fuite de données dans les 24 derniers mois, validant la préoccupation. Les priorités incluent la compliance avec NIS 2 et le UCAS Cyber Security Strategy. C'est les protections de la réputation post-incident et le cyber resilience. C'est une enquête qui est assez intéressante, ça souligne le besoin de framework mature. Donc évidemment, il y a le NIS CSF ISO 27001 et le Capability of Threat Informed Defense. C'est à lire, c'est sur Info Security Magazine. C'est pas mal. Ça peut être intéressant de faire lire ça à vos membres de direction ou à un directeur qui n'est pas préparé à la cybersécurité. On a un article de Security Week qui analyse l'efficacité de la Threat Intelligence Sharing. Ça veut dire que c'est une force multiplicatrice défensive. Lorsqu'une organisation détecte et partage des IOC, des TTPs ou des mesures de défense, des centaines d'organisations peuvent implémenter des détections proactives. Il faut savoir que les ISAC sectoriels, comme le FS-ISAC pour le secteur financier, le FIRST et les CERT nationaux facilitent l'échange rapide de CTI permettant la détection précoce des campagnes. Les challenges incluent de la standardisation via STIX et TAXII, la confiance entre participations et le timing de disclosure. Alors, il faut savoir que l'information de sharing reste quand même imparfait. Il y a un sous-reporting par crainte réputationnelle, il y a une qualité variable des IOC suivant les sources, et il y a une latence entre la détection et le partage. Mais néanmoins, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le modèle collaboratif fourni qui est un avantage asymétrique face aux threat actors opérant à une échelle mondiale. Et c'est vraiment le petit point que je voulais finir sur cet épisode qui est déjà suffisamment long. Partager de l'info, ça ne vous met pas en difficulté. Et on voit encore ce réflexe qui existe. Effectivement, partager via des CERT nationaux, c'est hyper intéressant. Mais quand vous partagez avec vos pairs, si vous travaillez par exemple dans l'industrie, alors on va prendre l'industrie laitière, vous échangez vos IOC, vous échangez les menaces qui vous visent. De toute manière, ce qui touche votre confrère de place va vous toucher à vous aussi à un moment. Donc le partage, c'est important. Il ne faut pas tout partager parce qu'il y a des IOC qui vont être ce que j'appelle à usage unique. Mais quand on met des IOC avec du contexte, qu'on les fait de qualité, même si on partage qu'une seule fois par mois, c'est vraiment une valeur ajoutée déjà pour votre entreprise, mais aussi pour les entreprises qui vous suivent. Et au fur et à mesure qu'ils vont voir que vous donnez de la qualité, même des entreprises qui ne vont pas partager, elles vont commencer aussi à partager. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Personnellement, je le trouve très long, je trouve que c'est pas assez pointu. J'ai voulu changer cette façon de faire, donc j'ai lu les articles en direct, j'ai fait un récap sur 4 lignes. C'est bof. Je trouve ça manque un peu de CVE, ça manque de contexte. Et puis surtout, ce que je constate, c'est la récupération des données. C'est des choses qu'on a déjà vues ce mois-ci depuis le début du mois. Ça fait un peu répète. Mais bon, ça fait partie du jeu, il fallait essayer. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09 et par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio CSort. Nous sommes disponibles en allemand, anglais, français, espagnol et italien sur Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisées dans cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org et dans la description de celui-ci. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. À demain pour un nouvel épisode, prenez soin de vous et à très bientôt.